Tottenham et alors Colomboigny, premier but avec Tottenham, mais contre le PSG, c'était écrit. Ouais, c'était écrit. La remise aussi de la tête pour Richarlison sur le premier but, qui Pas était mal, plutôt ouais. intelligente. Il a un peu de chance sur son deuxième parce qu'il y a un contre favorable un peu, mais et sur le premier aussi d'ailleurs, hein, parce que la frappe est déviée par Marquinhos. Mais ces deux pointes-là, ça a plutôt bien fonctionné entre lui et Richarlison. Après, le problème, c'est que quand tu es Tottenham, tu t'organises comme ça. Très bien, tu pourras pas jouer comme ça contre Fulham à domicile samedi où tu sortiras pas du stade vivant si tu es Thomas Frank et les joueurs. C'est pas possible. Tu étais là surtout pour faire déjouer le PSG plus que pour jouer. Et surtout, tu peux pas tenir 90 minutes comme ça. À un moment, il manque quelque chose. Tu fais des erreurs, il y a moins de discipline, il y a beaucoup plus d'espace qui se libère pour l'adversaire, surtout en plus quand le PSG augmente, lui, son intensité en seconde période et que Luis Enrique fait les bons changements. Donc, c'était la première. Il y a eu du positif quand même, surtout par rapport à ce qu'on avait vu dimanche contre Arsenal. Mais ça reste trop moyen, même en marquant 3 buts à l'extérieur, pour pouvoir battre une équipe comme le PSG, même avec des Barcola qui servent à rien, des Njantou et tout ça. Arsenal-Bayern était une des grosses affiches du soir. Polo, que faut-il faire avec Manuel Neuer? Pardon? Que faut-il faire avec Manuel Neuer? Bah rien, tu le laisses à sa place, pourquoi? D'accord. Il a fait une erreur et voilà, c'est ce que veut te répondre Polo. Regarde les matchs un peu en Bundesliga, quoi. Deux erreurs. Non, mais ce soir, on peut dire qu'il fait une grosse Mais erreur. oui, mais il en a fait Ça une arrive, aussi. ça arrive. Il en a fait aussi contre Union Berlin. C'est pas ça En qui change Bundesliga. son statut. D'accord, donc il n'y a pas de débat. Bah, bien sûr que non. Si, toi. Très bien. Bah oui, moi je maintiens mon débat. Bon, c'est quand même la première défaite du Bayern, donc et Neuer y apprend quelque chose. Ouais, je sais pas. En fait, moi, j'ai un problème d'analyse de cette rencontre, non pas la défaite, puisque Arsenal était supérieur. Ce qui est important, c'est que le Bayern se fait encore prendre un but sur corner. Je l'avais évoqué lundi, les 2 buts encaissés lors de la rencontre à domicile ce week-end contre Fribourg. Ça devient systémique un peu, le fait d'encaisser des buts. Comme en plus, c'est la spécificité et la spécialité du club londonien, ça devient compliqué. La deuxième chose, c'est que les gens qui ne connaissaient pas Lennart Karl l'ont vu, ce que c'est quand même, le petit gamin de 17 ans. Je ne sais pas en fait analyser vraiment cette rencontre dans le contexte en fait, parce que moi je pense que depuis quelques semaines, le Bayern est un petit peu moins bien. On l'a vu en Bundesliga, j'avais annoncé la défaite fort probable du Bayern contre Arsenal. Lundi et je ne sais pas si c'est une défaite importante si le Bayern réagit. Moi, je pars du principe que le Bayern voulait marquer les esprits européens en rencontrant le PSG, ils l'ont fait, et je partais du principe qu'Arsenal devait envoyer un message à l'Europe contre le Bayern, et ils l'ont fait. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment le Bayern va réagir maintenant, parce que ça ne change strictement rien. Cette défaite contre Arsenal dans la nouvelle formule. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le Bayern était en surchauffe depuis le début de la saison ou si finalement c'est juste un match comme ça et puis on verra ce qui va se passer par la suite. Côté Arsenal, Julien, qu'est-ce que tu veux retenir? Declan Rice, déjà, parce que j'ai trouvé son match, surtout la seconde période, extraordinaire, sincèrement. Alors, je pense qu'on peut donner aussi pas mal de crédit à ses numéros 6, que ce soit Rice, que ce soit Pedri. Bon, Pedri est blessé là, mais Pedri, Vitinha, Caicedo, ces joueurs-là dont on n'avait pas l'habitude de parler avant. C'était plus les joueurs de l'ombre, les fameux porteurs d'eau, tout ce qu'on veut, qui sont devenus des joueurs, mais tellement complets dans tout ce qu'ils peuvent faire avec le ballon, attaquer, défendre, tacler, marquer, faire des passes d'aise, tirer des coups francs, enfin tout ça quoi. Moi au parc, le match de Vitinha, je trouve que c'est, à part l'erreur sur le but de Colomani, mais sinon je trouve ça c'est un niveau assez incroyable. Le match de Rice ce soir, il est incroyable. Caicedo hier, c'est incroyable. Et donc moi je trouve que c'est bien aussi qu'on parle de ces numéros aussi dont on n'a pas trop l'habitude de parler. Mais moi je trouve Rice superbe ce soir, et la seconde période d'Arsenal pour moi c'est comme vient de le dire Polo, c'est un vrai message envoyé quoi. T'as un banc qui est super fort, Madueke, Martinelli, ça marque. Il te manque Gabriel, et pourtant, t'as pas et même Hincapié, même Calafiori. Et je trouve que t'en souffres pas tant que ça, finalement, non plus. T'as encore Odegaard qui est pas revenu, t'as pas Gyoker. Enfin, tu vois, c'est quand même, c'est même pas ta Arsenal, meilleure c'est équipe. 5 matchs, 5 victoires, un seul but encaissé. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et 14 buts marqués. C'est impressionnant, et c'est la continuité de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Même en championnat, même s'ils ont quelques petites erreurs comme le but encaissé en fin de match à Sunderland pour faire match nul, par exemple. Mais
Je trouve que c'est tellement fort, sans ballon surtout. Après, avec le ballon, c'est pas le jeu le plus sexy, ça c'est sûr. Mais ils sont dans l'efficacité dans les deux surfaces. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Voilà pour ce match. Il y a plein de choses à dire ce soir, donc il faut qu'on enchaîne. Le meilleur joueur du monde a mis un quadruplé, mon cher Edgar. Ouais. J'imagine que Madrid est en lévitation. Oui. Alors moi j'avais juste un œil sur ce match parce que j'étais au stade pour Atlético Inter, mais effectivement quadruplé. Et surtout ce qui est souligné par la presse espagnole ce soir après le match, c'est l'entente entre Vinicius et Mbappé. On a eu des actions et surtout une multiplication d'actions et de combinaisons entre les deux joueurs que malheureusement on a rarement vu depuis qu'il est arrivé au Real Madrid et depuis que ces deux joueurs-là jouent ensemble. Et donc c'est la grande satisfaction ce soir, c'est surtout de voir la bonne entente. Il y a 2 passes décisives de Vinicius Junior pour Mbappé. Il y a aussi un but refusé à Vinicius sur une passe décisive de Mbappé. Donc ça, c'est la satisfaction. Maintenant, ce qu'on dit aussi sur ce match-là en Espagne, c'est que même un quadruplé, même cette entente-là, n'efface pas les problèmes défensifs une nouvelle fois qu'on a vu ce soir et n'efface pas, je vais pas utiliser le mot crise, mais on n'en est quand même pas très très loin avec ce Real. On sent qu'on est à une défaite près. Et encore une fois, tu encaisses 3 buts face à l'Olympiakos et tu as l'impression surtout que ces équipes-là ont beaucoup trop de facilité à se procurer des occasions et à marquer des buts. Et ce qui est étrange, c'est que c'est pas quelque chose qu'on voyait en début de saison. On avait l'impression en tout début de saison, avec l'arrivée de Xavi Alonso, que justement, avec les efforts qui étaient faits à la perte de balle par cette équipe, ils évitaient un certain nombre d'occasions assez simples, faciles, qu'ils prenaient la saison d'avant, ou en tout cas, il y avait des situations dangereuses pour les équipes adverses la saison dernière, beaucoup trop facilement. Et là, ce défaut-là est un petit peu revenu dans le jeu du Real Madrid ces dernières semaines, donc c'est assez préoccupant. C'est une victoire qui à la fois fait du bien parce qu'il la fallait après 3 victoires et après 3 matchs à Calais, 3 matchs sans but de Mbappé et sans victoire. Là, ils marquent et ils arrivent à gagner. Mais c'est pas une victoire rassurante. Bon, 4-3, donc je le rappelle, à Olympiakos. Parlons un peu d'Atlético Inter, Daniele. L'Inter qui perd à l'Atlético et de Garriete, hein, donc il va dire ce qu'il en pense. Mais que retenir de ce match côté Inter, Daniele? C'est la 2e défaite de suite, la 5e en saison. Et on est encore en train de dire que l'Inter elle était malchancée, qu'elle a mieux joué que son adversaire. Kivu, il a dit qu'il a fumé 3 cigarettes après le match. Mais moi, je pense que voilà, il y a des défauts à cet Inter, ils sont assez clairs. Elle a beaucoup de mal à rentrer dans la surface. Elle a beaucoup de mal à se créer des occasions. Et après, elle ne peut pas se plaindre non plus si à la dernière minute, il y a un joueur qui saute très bien, parce que Jiménez, il a fait un très bon but. Ça m'a rappelé un peu Godin avec l'Uruguay à la Coupe du Monde 2014 contre l'Italie, justement. Mais après, personne ne le marquait. Il y a un manque de caractère dans cette équipe qui commence à être mise un peu en question aussi sur les plateaux, notamment sur Sky. Il commence à parler d'une manière un peu plus aigre, on va dire, à Kivu. Je pense qu'il y a moins de patience là. Après, cette défaite-là, ça ne change rien à la Champions League de l'Inter, même si les prochains 3 matchs aussi ne vont pas être simples. Mais c'est la première défaite en Champions League. Ils avaient gagné tous les matchs qu'ils avaient à gagner avant. Mais voilà, dans la saison, ça commence à peser. Les supporters, ils commencent un peu à être déçus. Et ça ne suffit pas de dire... Les supporters ne sont pas contents en ce moment quand même. Hein. Oui, mais l'Inter, vous savez, l'année dernière, elle arrive 2e en Champions League. C'est-à-dire, elle perd la finale avec le PSG, mais à part ça, elle a fait une superbe Champions League. Elle arrive 2e en championnat, après un Naples un peu miraculeux, même si elle a perdu 2 points. Pour faire mieux que ça, il faut gagner les championnats ou il faut gagner la Champions League ou quand même aller une nouvelle fois en finale. Tout ce que c'est au-dessous de ça, ça va être décevant. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils continuent à dire il faut avoir patience, mais ça, c'est une équipe que soit elle gagne, soit elle part à 1000 morceaux, quoi. L'Atlético avait besoin d'une victoire, hein, parce qu'ils n'étaient pas très bien. Oui. Là, maintenant, ils ont 9 points. C'était 20e au coup d'envoi. On a vu Diego Simeone exploser littéralement. Bon, là, Diego Simeone. Tu nous dis quoi de la performance ?
Mais déjà qu'il y a une très très bonne entrée d'Antoine Griezmann. Autant je trouve que de part et d'autre, les entrants n'ont pas eu un énorme impact sur le match. Autant s'il y en a un qui a eu de l'impact, c'était Antoine Griezmann parce qu'il était, en fait, il a fait tout ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire qu'il a eu un impact tout de suite. Il a touché des ballons tout de suite. Et quand on a Griezmann sur le terrain, c'est pour lui donner un maximum de ballons parce que sur une demi-heure, il est toujours capable d'être à un très haut niveau. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été dangereux et à la fin, c'est lui qui fait la passe décisive avec ce corner très très bien tiré et la tête de Jiménez. Donc ça, c'est la satisfaction côté Atlético. Après, je comprends ce que dit Daniele dans l'analyse de la presse italienne. J'ai eu la sensation que l'Inter, si elle le voulait, pouvait être au-dessus sur ce match-là. Un match nul aurait été plutôt logique et si la pièce devait tomber d'un côté sur l'ensemble du match, ça aurait plutôt été du côté de l'Inter. Mais c'est un petit peu aussi le symbole de l'Atlético en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup de malchance, on va dire, ou de manque de réussite sur le début de saison. Et maintenant, depuis quelques semaines, même si le contenu... Alors, il y a eu une période où le contenu était vraiment convaincant. Là, on est sur un contenu qui est parfois un petit peu poussif, mais où ça commence ça continue à tomber du bon côté pour eux. Et ils sont allés chercher ce but dans les derniers instants. Jiménez, en plus, c'est une belle histoire parce que c'est un joueur qui a beaucoup souffert avec la blessure. Il y a eu des interrogations cet été sur... est-ce que l'Atlético pouvait vraiment miser sur lui? Et on peut toujours miser sur lui quand il est là. Et donc ça, c'est la belle histoire. Maintenant, si je dois mettre quand même un petit bémol à cette équipe ce soir, ou à un joueur en tout cas, c'est Julián Alvarez. Même s'il marque le premier but, je trouve que, et c'est pas la première fois cette saison, on l'a vraiment quasiment pas vu du match. Et je trouve qu'il pèse vraiment pas assez sur le jeu de cette équipe. Surtout quand tu es un attaquant qui a les qualités techniques et même physiques, c'est-à-dire dans la vivacité, dans la vitesse comme lui. Je trouve ça dommage de ne pas mieux l'utiliser et c'en est le premier responsable parce que j'ai l'impression qu'il peut faire beaucoup mieux dans le jeu pour cette équipe. Julien, tout de suite, parce que Liverpool a à nouveau perdu. Et cette fois en Ligue des Champions, et cette fois de façon très large sur son terrain, 4-1 face au PSV Eindhoven. Le PSV on connaît, mais c'est pas non plus chapeau 1 des clubs européens. Julien, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur la descente aux enfers de Liverpool? Des défaites, c'est des tartes. Ouais, c'est la troisième match de suite où tu perds par 3 buts d'écart. Hein. Tu as perdu 3-0 à City, 3-0 à domicile contre Forest, et là tu perds 4-1 à domicile. C'est pas tenable. Il a encore des mots, Arnaud Slo? Ah là, le pauvre, il était complètement perdu. Alors, on avait dit lundi soir déjà qu'il avait l'air vraiment perdu samedi en championnat contre Forest. Là, c'était encore pire. Alors oui, c'est vrai, si tu regardes l'ensemble de la rencontre, ou aussi les stats, c'est un match qui peut tourner dans leur faveur, c'est sûr. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien qui tourne dans leur faveur. C'est la 9e défaite en 12 matchs. Toutes compétitions confondues. Ils ont perdu 6 sur 7 en championnat sur les 7 derniers. Là, il y avait eu la victoire contre le Real, d'accord, à 1-0 en Ligue des Champions à domicile. Mais c'est une humiliation totale. Aujourd'hui, sincèrement, la main de Van Dijk pour commencer après 5 minutes de jeu, elle est inacceptable. Vraiment inacceptable pour un joueur comme lui. Le match de Salah, ce soir, il est... Enfin, autant on en avait parlé un petit peu lundi, dans une des raisons pour expliquer le mauvais passage, c'est aussi la forme individuelle qui est très pauvre de certains des leaders en tout cas. Mais ça là aujourd'hui c'est incompréhensible. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas possible. Donc en plus McAllister, Gravenberch, c'est aussi pas bon. Konaté encore sorti avant la fin du match, c'est pas bon. Tu finis avec 2 défenseurs comme samedi dernier, et bien sûr tu t'exposes défensivement et tu prends encore un but derrière. Je sais même pas, Ekitike se blesse, donc je fais rentrer Isak, on l'a dit, à court de forme, qui met pas un pied devant l'autre. Tu vas dans le mur complet et je sais pas comment tu fais pour éviter le mur. Changer de coach peut-être? Ah bah là, oui, tu penses que, je sais pas si le coach c'est vraiment c'est la toute une seule. intersaison qui a été foirée. Ce recrutement, il fait parler depuis le premier jour et dans la foulée, le mec ne fait rien de tous les joueurs qu'il a. Le problème, il est venu d'un dérapage de la politique sportive. Et ça va se réparer en changeant d'abord l'entraîneur, en remodifiant un peu Je pense qu'ils sont partis pour un petit moment de merde parce qu'ils ont fait des erreurs graves cet été. Donc les erreurs graves, c'est d'aller chercher Isak, Wirtz, Ouais. Kerkez. C'est de dépenser autant pour des joueurs au même profil qui ensuite sont forcément dans une concurrence qui devient ingérable pour un coach. Ouais, peut-être. Non, mais il a sa part de responsabilité, c'est sûr. Après, là, maintenant, il ne pense pas à le limoger, qui pourrait venir le remplacer non plus.
Mais on fait que de le dire chaque semaine. Maintenant, il faut qu'il trouve les solutions aux problèmes. Et au final, comme on le disait lundi soir aussi, il y a plus de problèmes qui s'ajoutent que lui qui trouve même le début d'une solution. Donc forcément, il y a un moment où ce sera plus tenable, ça c'est sûr. Bon, on va voir comment Liverpool réagit. Tiens, ça me fait penser qu'on a enregistré cet après-midi toute une série de podcasts After Afrique pour présenter tous les groupes à la CAN. On avait un spécialiste du foot égyptien qui nous disait que c'est la grosse panique en Égypte du fait du niveau de Salah, parce que ils se disent carrément qu'en fait c'est mort, ils n'ont aucune chance de gagner la CAN, vu que Marmouche joue jamais et que Salah est nul. Bon, ça tu vois, Salah inquiète de partout. Oui. Oui, mais juste si on change de coach, on fait quoi? On rappelle Klopp? Enfin, je sais pas, t'as qui sur le marché? Julien? Je sais pas, c'est la question. Samedi, tu vas à West Ham. Alors là, si tu n'arrives pas à battre. Petite coupure. Tu vas à West Ham, si tu n'arrives pas à battre West Ham, c'est compliqué. Mais je ne sais pas qui pourrait venir et surtout qui voudrait de ce chantier-là. Oui, enfin, c'est Liverpool, je pense que tu as. Ce chantier-là, c'est pas la Tu as de question. nombreux coachs qui sont prêts à venir à pied, je pense. C'est qu'à un moment, c'est jamais vu de continuer alors que tu prends des tartes pareilles, parce que le message, il passe plus. Tout le monde tout le monde est en déroute, et donc c'est une décision que tu prends naturellement. Je crois qu'on a un problème de liaison avec Julien. Ouais, une fois n'est pas coutume. C'est ça. Francfort-Atalanta. Tiens, Polo, il y a, sur le numéro WhatsApp de l'After, il y a un message pour toi de Anne-Marie qui nous dit: message pour Polo, comment expliquer l'implosion de l'Eintracht en deuxième mi-temps, 3 buts en 10 minutes. Vendre les top joueurs, c'est bien, mais la défense est une des pires de la Champions League. Top Moller est-il en danger? Demande Anne-Marie. Moi, je pense que Top Müller est en danger depuis longtemps. C'est-à-dire ce qu'on a vu ce soir est à l'image de ce qu'on voit à Francfort depuis un certain temps. C'était de toute façon cette rencontre la plus intéressante de la J5 pour les clubs allemands. Comme je dis, pas intéressante sur le jeu, la plus importante en tout cas dans le nouveau format de cette course de spermatozoïdes là, à morphologie altérée. Tu as comment ça s'appelle, c'est très intéressant parce qu'il fallait absolument déjà que Francfort ne perde pas et il fallait plutôt l'emporter pour essayer d'avoir les fameux 10 points. Ce qu'on a vu ce soir, c'est ce qu'on voit lorsque Francfort n'est pas en place. C'était un match très important et ils se sont plantés dans les grandes largeurs contre une équipe italienne, l'Atalanta, qui était supposée en crise. L'Atalanta a été supérieur dans tous les niveaux. On a eu une fois de plus la trouille de Francfort. Je rappelle que ce week-end, ils menaient 4-1 à Cologne et ça se finit à 4-3. Tu sais pas pourquoi. Qu'ils avaient battu Galatasaray 5-1 et ils se prennent 5-1 2 fois de suite. Dont Liverpool qui est aussi en crise. Donc ça pose énormément de questions. Et je pense au directeur sportif Krösche qui depuis plusieurs journées dit qu'il va falloir arrêter de dire qu'il faut développer les joueurs et qu'il va falloir arriver à maturité très rapidement. Que ce soir, on n'a pas été assez bon, qu'il y a des joueurs qui n'ont pas, de mon point de vue, le niveau Ligue des Champions. On l'a vu avec Collins, le défenseur central. Ce qui n'est pas acceptable, c'est que tu arrives à 0-0, tu ne sais même pas comment, à la mi-temps, et que tu te prends 3 buts en 5 minutes, ce qui est à peu près ce qui arrive à Francfort régulièrement. Ensuite, pour répondre à Anne-Marie, il est vrai que défensivement, c'est compliqué, mais n'oublie pas que le football allemand est porté sur l'attaque, et ceux qui disent que les défenseurs sont pas bons ne sont pas ceux qui regardent les attaquants qui marquent aussi quasiment le plus de buts en Europe, aussi bien en Bundesliga évidemment qu'en Ligue des Champions. Donc en fait c'est une question d'équilibre des équipes, elles sont portées vers l'avant mais elles ne font pas spécialement le boulot. Ensuite ce soir, qu'est-ce que tu veux que... Moi je suis c'est pas que je suis en colère parce que je suis pas supporter de Francfort, mais je vois semaine après semaine ce Francfort qui n'évolue plus spécifiquement, où on sent que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut voir le nombre de passes ratées ce soir. Ça, c'est de la trouille, ça, encore une fois. Et c'est très académique. Il y a des moments où on a l'impression, ils s'amusent, je les ai vus plusieurs fois, s'amuser dans leur propre surface, dans cette fameuse mode de relancer dans la propre surface. Il y avait l'Atalanta qui les attendait tout le temps. Il suffisait de perdre le ballon et hop, ça faisait but pour l'Atalanta. Tout ça fait que ils se sont mis dans une belle panade, l'Eintracht, que maintenant, pour aller chercher les 10 points, il faudra l'emporter à Karabakh, ce qui va pas être si évident que ça, pour une finale contre Tottenham à domicile, qui devrait jouer le top 8 normalement. Donc, encore une fois, la liste de courses était compliquée. Elle l'est en pratique, elle l'était en théorie, elle l'est en pratique. Moi, je pense que Krösche doit faire quelque chose avec Top Müller parce que le petit assistant de Nagelsmann doit évoluer. Et encore une fois, il ne faut pas faire que développer des joueurs. Il faut aussi au bout d'un moment, avoir des équipes qui sont à maturité.
Et pendant ce temps-là, l'Atalanta, qu'on disait moribonde, mine de rien, a gagné à Marseille et gagne ce soir à Francfort. C'est vrai que c'était une équipe en crise, mais elle a changé d'entraîneur entre-temps. Elle a eu Paladino, tous les joueurs, ils ont dit qu'il a apporté de la sérénité, que là, ils se sont compris. On a vu Lukman jouer encore une fois à son propre niveau. Il n'est pas encore 100%, mais bon, 70, lorsqu'on l'avait vu à 35 plutôt. Et c'est vrai, ce qu'il dit Polo, que le Francfort, il a un peu fait les jeux de l'Atalanta, que c'est une équipe qui joue largement mieux quand elle peut défendre avec un bloc haut, voler la balle sur la surface adversaire, plutôt qu'aller bâtir ou construire une occasion depuis le début. Après, voilà, moi je pense que quand l'Atalanta elle joue avec cette, cette légèreté, et quand elle a des espaces à attaquer en vertical, parce que l'erreur de Francfort, c'était aussi à un certain moment de donner de l'espace sur le terrain, de devenir une équipe longue. Si elles avaient fait bloc bas, comme elle a fait à un certain moment pour la première mi-temps, je pense qu'elle aurait joué un match différent. L'Atlético de Madrid, il a fait la même chose à l'inverse. C'est-à-dire, quand elle a fait bloc bas, elle a donné à l'Inter les clés pour gagner le match. Quand ils sont montés sur le terrain, ils ont mis en difficulté l'Inter. En fait, c'est l'équipe adverse qui fait les scénarios. On ne peut pas jouer toujours de la même manière. Voilà.